La carte principale de l'UFC 295 s'est terminée il y a une vingtaine de minutes. De quoi redescendre un peu. Quand on a une telle carte, on se pose la question à savoir si ça va être un pétard mouillé ou pas. On a vu des feux d'artifice absolument à tous les étages. Messieurs, notre main event d'un point de vue français, c'était évidemment Benoît Saint-Denis face à Matt Frévola. 1 minute 31. Évidemment que je vous ai entendu exploser aux commentaires. Mais quelques secondes après, en fait, ce qu'il avait prévu, ce qu'il avait envie de faire, il l'a accompli. C'est ça qui est complètement dingue, Taylor. C'est ce qui est complètement dingue. Quand on est un combattant, on a toujours plein de projets, plein de plans dans sa tête. Et le plus dur, c'est de les mettre en place dans l'octogone. Et c'est ce que Benoît a réussi à faire. Et il l'a fait avec la manière. C'est-à-dire qu'il a littéralement assommé son adversaire, Matt Frévola. C'était pas un petit combat, c'était pas du tout un combattant facile. Il a fait ce combat-là cette victoire-là va lui permettre de rentrer dans le top 15, voire le top 10 de la catégorie. Donc voilà, c'est une grosse soirée pour Benoît et surtout l'avenir, j'ai envie de dire, est radieux pour lui parce qu'il va faire dorénavant partie des combattants qui comptent. J'ai été titillé, Dana White, sur le fait qu'il y a peut-être un plafond de verre pour le top 5 de cette catégorie des poids légers. Dana White s'en défend de ce que tu viens de voir encore, Antoine, avec ton expérience. Benoît Saint-Denis a largement le niveau du top 5 des poids légers, n'est-ce pas ? Oui, mais il faut encore le prouver. On ne peut pas rentrer comme ça alors qu'on n'est pas classé directement dans le top 5. Et pareil, il a beau demander des grands noms de la catégorie comme Dustin Poirier, ce qui est très bien d'ailleurs de sa part, ou d'autres grands noms qui sont classés. On ne lui donnera pas tout de suite, bien évidemment. Et d'ailleurs, lorsque tu as posé la question à Dana White, c'est exactement ce qu'il t'a répondu. Il t'a dit il va peut-être faire un bond, peut-être même, allez pourquoi pas, gratter une place jusqu'au top 10, c'est rentrer 10e carrément dans le classement. Mais au-delà, ça va être compliqué. Et encore une fois, Dustin Poirier, Justin Gaethje, c'est des combattants qui sont en train de négocier des combats pour le titre. Donc eux, ils regardent vers l'avant. Benoît regarde également vers l'avant. Mais avant qu'ils puissent accéder à ces gens-là, je pense qu'il y aura encore un combat à faire. En fait, il m'a offert une pirouette. Il m'a dit, je te propose sinon que Benoît Saint-Denis soit le main event de l'UFC Paris, 3e du nom en septembre 2024. Un co-main event, une ceinture poids lourd intérimaire dans une catégorie où on ne sait pas trop ce qui pourrait se passer, puisque John Jones, blessé au pectoral, Stipe Miocic voulait se jubiler, lui qui sera un futur Hall of Famer aussi. Eh bien, c'est en une minute, j'allais dire une seconde, 1 minute et 9 centièmes que ça s'est passé. Je ne crois pas que c'est un coup de bluff, mais Aspinall paraissait sur ses gardes avant ce combat. Il a montré qu'il avait un menton en béton et qu'il savait riposter. Alors menton en béton, on ne sait pas encore Thomas, parce qu'il a pris un coup de Pavlovich et c'est vrai que s'il avait pris le même coup de la part de Francis, là j'aurais dit qu'il a un menton en béton. Mais voilà, il a pris une alerte contre Pavlovich et effectivement il est resté debout. Après, grosse performance de Thomas Aspinall. C'est vrai qu'on avait quelques doutes par rapport aux conférences de presse, à ses déclarations qu'il a pu faire tout au long de la semaine. Mais force est de constater qu'il a backup dans la cage. Il a fait la différence avec son agilité, ses déplacements et surtout sa vitesse de bras. C'est vraiment ce qui a fait pour moi la différence. Il a été très bon là-dessus, dans sa vitesse, son exécution et puis surtout sa précision. Tu parles du point tactique si tu veux, mais tu l'as évoqué pendant le commentaire. Est-ce que cette ceinture intérimaire, d'ici 3 à 6 mois, peut devenir la ceinture officielle ? Alors, je pense que c'est l'idée générale, parce que John Jones va revenir. D'ailleurs, Dana White l'a évoqué lors de la conférence de presse. John Jones va revenir pour faire ce combat contre Stipe Miocic. C'est le combat qui est prévu. Ça peut arriver dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, quoi qu'il arrive. C'est le combat que va faire John Jones. Donc, entre-temps, que fait-on de Thomas Aspinall ? Est-ce qu'on le laisse patienter ? Jusque-là, ça m'étonnerait qu'on le fasse patienter pendant 1 an. À côté de ça, il y a d'autres prétendants qui arrivent. Et même Dana White ne sait pas encore quoi faire de ce champion par intérim. Et je pense qu'on va le laisser souffler un peu déjà et voir ce qui se passe dans la catégorie. En tout cas, c'était le mot d'ordre de Dana White lors de la conférence de presse. On va attendre de voir ce qui se passe, tout simplement. Messieurs, un peu de polémique quand même sur ce champion qui en 7 combats à l'UFC glane 2 ceintures, la ceinture des moins de 84 kilos, en faisant plus de mal à Stylebender que qui que ce soit d'autre, alors qu'on se souvient qu'Israël Adesanya a été notre futur Anderson Silva, un génie, un prodige. Évidemment, il y a eu ses guerres en kickboxing, et puis désormais la ceinture des moins de 93 kilos. Je sais qu'on est encore partagé. Vous vous dites Marc Goddard aurait pu encore laisser quelques secondes à Jiri Prochazka, qui a déjà connu des knockdowns ou a été sonné et a su s'arracher pour se tenir contre Glover Teixeira ou contre Dominique Reyes. Moi, je n'arrive pas à voir autre chose qu'un arrêt prématuré. C'est-à-dire que j'ai beau me refaire le combat dans ma tête, on a vu les ralentis derrière, et pour moi, c'est prématuré. Attention, je ne dis pas que
Prochaska n'était pas out. Ce que je dis, c'est que c'est un combat de championnat, c'est un combat avec des gros enjeux et on ne pouvait pas l'arrêter comme ça sur un espèce de malentendu un peu bizarre. À mon avis, il aurait dû laisser 10-15 secondes de plus, voir comment se comporte Jiri Prochaska et ensuite l'arrêter. Surtout qu'on se rend compte qu'il y a des combats qui devraient être arrêtés qui ne le sont pas et qui durent un petit peu dans le temps où on prend une dizaine de coups en plus parfois. Là, pour le coup, je suis désolé, il y a eu ce knockdown. Ensuite, il est réactif. Il y a cette série de coups de coude qui vient le faire tomber un petit peu en arrière. Mais pour ma part, moi, quand je vois Jiri Prochaska, je me dis, il est encore dans le fight. En tout cas, il peut revenir dans le fight. Donc, je pense que c'est une erreur de Marc Goddard d'avoir arrêté ce combat-là trop tôt. Dis-moi que je me trompe, Antoine. Je me dis que de voir Alex Pereira gagner 2 ceintures, ça envoie un mauvais message pour les anciens du kickboxing. On peut avoir gagné au Glory, et maintenant il y a une autre organisation plus lucrative, et en fait avec ses moyens de pied-point, on peut aller glaner des ceintures ailleurs. Ça me gêne, je me trompe ? Oui, mais en fait, ça a toujours été comme ça, hein, de par le passé. Lorsque Crocop a ouvert la voie à tous ces combattants de kickboxing et qu'il a montré qu'en fait, il y avait un chemin à suivre qui est très simple. Vous êtes kickboxer, vous apprenez à défendre les takedowns, les amener au sol, et derrière, vous pouvez performer au plus haut niveau, surtout dans ces catégories qui sont lourdes. Light heavyweight, heavyweight, donc moins de 93, moins de 120 kg. On sait qu'un coup peut faire la différence. Donc je ne suis pas vraiment surpris du parcours qu'a eu Alex Pereira à l'UFC. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne voit pas vraiment son sol. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans son jeu, mais croyez-moi, il travaille. Pour arriver là, à ce niveau-là, il a bossé son jiu-jitsu, il a bossé sa lutte. Ça a l'air de rien comme ça parce qu'on ne le voit pas forcément pendant les combats. Mais derrière, il y a un énorme travail. Et s'il a cette place aujourd'hui de double champion, alors il a été champion middleweight, il a perdu la ceinture. Aujourd'hui, il est champion light heavyweight, donc il est double champion, mais pas simultanément. Alex Pereira, il a les armes pour durer parce qu'il a ça. Et ça fait toute la différence dans un combat. Lorsque vous avez ça dans les mains et posez la question à Cédric Doumbé, il en sait quelque chose. Ça met en confiance. Et pour ce qui est de la suite d'Alex Pereira, alors on a eu quelques infos durant la conférence de presse avec Dana White. Plusieurs journalistes lui ont posé la question concernant sa future échéance. Et on a parlé d'une première défense de titre au Brésil. Et Pourquoi pas dans un stade ? voilà, c'est le journaliste brésilien qui a évoqué ça. Elle dit pourquoi on ne ferait pas dans un stade de foot carrément. Et je pense qu'au Brésil, Alex Pereira peut remplir un stade de foot sans problème. En tout cas, peut-être même une plus belle suprématie à moins de 93 kg qu'à 84 kg. Et Glover Teixeira, qui l'entraîne dans le Connecticut, va continuer effectivement de le parfaire pour en faire un combattant total. C'était sous le signe expéditif ce soir. Et tous les combattants de cette carte principale ont touché le bonus rémunérateur pour l'UFC et pour les combattants.